Nous avons avec nous Aurélien Lemans. Bonjour Aurélien Lemans, vous avez écrit en 2013 un livre, Trôme, qui justement parle de Philippe Cadic et donc est une exploration des thèmes de Philippe Cadic. Comment est-ce que vous réagissez donc à cette espèce d'uchronie gigantesque que certains appellent de tous leurs vœux? Disons que ce soit Philippe Cadic ou d'une manière générale les écrivains de science-fiction, et à plus forte raison les écrivains américains, ils ont tous fantasmé négativement bien sûr ce genre de situation et les ont annoncés. Et qu'il s'agisse du rejet des hommes politiques, qu'il s'agisse du rejet des idées des autres, qu'il s'agisse de l'incapacité des gens à communiquer au cœur même de l'hypercommunication, ou qu'il s'agisse carrément des hommes politiques eux-mêmes, sujets de nos débats, de nos controverses, tels qu'ils se présentent aujourd'hui à nos yeux médiatisés eux-mêmes par l'entremise d'Internet et de la télévision. C'est vrai que des gens comme Philippe Cadic ou Norman Spinrad ou Van Vogt ou même Maurice Dantec l'ont écrit noir sur blanc, et on retrouve vraiment des personnages comme ça qui traversent leurs romans et qui sont comme prophétisés en fait. Et je crois que c'est le rôle de la science-fiction d'une part, mais de la littérature tout simplement aussi. Donc cette dimension prophétique de l'écrivain, suffisamment sensible à son époque pour être capable de se projeter dans un futur possible. Oui, ou tout simplement, voilà, ce sont des échos du présent. En fait, la science-fiction, elle ne parle que d'une chose, c'est du présent. Et ce présent, il a tendance à finalement s'actualiser en permanence, se cristalliser, et puis produire des choses de plus en plus visibles. Mais en fait, je pense qu'un écrivain, c'est une éponge. À l'intérieur de laquelle sont pressées d'autres éponges qui sont ses propres lectures, pas seulement ses propres expériences d'humains, mais ses lectures de poètes, de philosophes, de dramaturges, d'écrivains, de scénaristes de bande dessinée, de cinéastes, de ce que vous voulez, et tout ça, on finit par le recracher dans la littérature, et la littérature, c'est une sorte c'est pas que ça bien sûr, mais c'est une sorte de recyclage de la réalité, et la réalité devient un recyclage de la littérature. C'est un va-et-vient permanent. Je crois que ça a toujours été ça. Alors Aurélien Lemans, donc vous venez de publier Messe Rouge, pourquoi je lis Villa Vortex de Maurice Dantec aux éditions du Feu Sacré. Et donc en quoi Villa Vortex actualise le présent justement? Villa Vortex, c'est un roman qui compresse, qui comprime à la fois toutes les interrogations d'un homme, son auteur tout simplement, Maurice Dantec, qui essaie de comprimer également plusieurs époques en une seule. Ça, c'est un truc, une espèce d'obsession de l'auteur Maurice Dantec, à savoir un moment quasi apocalyptique, révélationnel, où tous les moments de l'univers, tous les moments de la vie des hommes se retrouveraient se percutant les uns les autres dans une sorte d'attracteur chaotique. Et la force de ce livre-là, Villa Vortex, c'est sous la forme apparente d'un roman, de créer ce genre d'effet-là à travers une histoire policière qui somme toute serait assez banale, la traque d'un tueur en série par une équipe de flics du Val-de-Marne, et qui vient d'un seul coup comme ça attraper comme des lianes des questions polémiques, des questions politiques, des questions spirituelles, des questions religieuses, des questions strictement policières, et tout ça mélangé dans une sorte de maelstrom, de vortex, qui donne son nom à ce livre-là. Et pour moi, ça c'est vraiment on va dire la forme la plus aboutie de la littérature de Maurice Dantec, et de ce que je peux rechercher dans la littérature romanesque. Donc est-ce que c'est un livre qui annonce le futur? Est-ce que c'est un livre qui révèle le présent à lui-même? Je ne sais pas exactement. Je pense que chacun peut y trouver ce qu'il y met en fait. Mais c'est vraiment un livre qui est très efficace pour trouver ce que vous avez envie d'y mettre, et d'essayer de l'utiliser pour vous. Oui, vous dites que vous écrivez à un moment que la narration, avec un grand N, est un monstre, en fait, dans Villa Vortex. Et donc, là, nous sommes vraiment dans le monde, en fait, d'aujourd'hui, où la narration elle-même de l'histoire, du présent, etc., est elle-même devenue un monstre
polymorphe, dont on ne sait plus trop par quel bout la prendre en fait, parce que Villa Vortex est un roman labyrinthique aussi, où chacun peut se perdre. Complètement. Le fait que ce soit un livre qui convoque tellement à la fois de styles, d'histoires qui se superposent les unes aux autres, sans rien dévoiler pour celui qui n'a pas lu le livre, le personnage lui-même est assez trouble dans sa définition même de personnage. Les narrations, il y en a plusieurs finalement, celles qui forment cette grande narration avec un grand N majuscule, sont à la fois très complexes et en même temps chacune est assez accessible. C'est cette profusion, cette prolifération des énergies et des idées qui peut dérouter le lecteur, et le lecteur en même temps qui aura envie de se faire plaisir avec un gros pavé pourra vraiment rentrer de se perdre effectivement là-dedans, et pour éventuellement retrouver quelque chose de neuf, quoi. J'ai l'impression que dans l'écriture même de ce livre, Maurice Dantec a laissé à la fois les clés pour pouvoir se perdre, curieusement, des clés pour se perdre, en même temps que aussi la possibilité d'une sortie. C'est ce qui en fait un de ses livres les plus noirs, et en même temps son dernier livre, à mon sens, sincèrement lumineux. Oui, mais alors c'est très personnel. Je ne demande pas si on soit d'accord avec moi sur ce sujet. Non, mais ce que l'on note dans le livre de Maurice Dantec, dans tous les livres de Maurice Dantec, mais plus particulièrement dans celui-là, et que l'on retrouve un peu dans votre livre, c'est que la force du verbe est telle que le lecteur crée lui-même sa propre histoire. Je m'en suis rendu compte en fait en relisant Villa Vortex en parallèle pendant que je lisais votre livre, et j'avais des souvenirs de Villa Vortex qui étaient totalement différents. J'ai imaginé des scènes en fait. La force du style en fait de Maurice Dantec fait que on crée soi-même sa propre histoire. Alors on va me dire, dans tous les livres on peut le faire un petit peu, oui, mais là j'ai carrément imaginé des choses extrêmement détaillées, des chapitres entiers dont j'avais l'impression de connaître vraiment, de les connaître ligne par ligne, alors qu'en fait en relisant le livre, ils n'y sont pas en fait. Donc c'est ce que le livre m'a suggéré en fait. Et ça, vous en parlez effectivement dans Messe Rouge, c'est-à-dire que chacun en fait recrée chacun devient écrivain en fait lui-même en fait en lisant ce livre. Oui, Villa Vortex, c'est un livre qui suscite des vocations même. C'est un livre qui vous pousse à écrire. C'est un livre qui fabrique des lecteurs et qui fabrique des écrivains. À une époque où tout le monde écrit, et tout le monde en plus, bon ça c'est très bien que tout le monde écrive, mais où tout le monde veut être publié, ça c'est plus problématique, parce que tout est loin d'être intéressant, qu'il semblerait d'ailleurs que les réseaux sociaux, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, suffiraient à exprimer cette volonté d'être publié. Ce livre-là, quelque chose de très salutaire, au sens originel du mot, dans le sens où il est plein d'une très très grande énergie, d'une générosité terrifiante, qui secoue, et qui pousse à écrire, mais à écrire comme un poète se sent habité, pour employer un cliché, ou comme effectivement même quelqu'un qui voudrait s'engager presque politiquement aurait envie de prendre la plume, en passant vraiment par la force de ce verbe, par quelque chose qui tient du logos, qui tient de la poésie. Et ça, c'est plutôt rare dans un polar. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la réaction. Vous êtes à l'antenne avec Aurélien Lemans qui nous parle de son dernier livre, Messe Rouge, aux éditions Le Feu Sacré, et qui est une espèce de glose d'un ouvrage de Maurice Dantec, Villa Vortex, paru en 2004 si je ne m'abuse. 2003, pardon. Aurélien Lemans, indépendamment donc de votre amour pour Maurice Dantec, que vous partagez avec Gersande Bessède et de nombreux auditeurs de Radio Courtoisie, vous avez aussi écrit donc un livre sur Philippe Cadic qui là nous intéresse particulièrement parce qu'il a cette même puissance visionnaire d'une certaine manière que Maurice Dantec, et qu'il a toujours l'habitude de questionner le statut de la réalité. Est-ce que véritablement on est en train de vivre
dans un vrai monde? Est-ce que ce que je vois existe vraiment? Est-ce que ce que je suis correspond à l'idée que je me fais de moi-même ou à quelque chose d'objectif? Et Philippe Cadic, allant même, si je ne m'abuse, à une conférence, expliquait non pas qu'il se souvenait de vie antérieure, mais qu'il se souvenait de présent, actuel, mais différent. Autrement dit, comme s'il était lui-même en train de vivre plusieurs vies. Est-ce que on a aujourd'hui, avec la façon dont certains médias parlent des bulles de filtre, certains médias parlent du fait que on est coupé de la réalité, aujourd'hui que Benoît Hamon prétend que la vérité existe et que Facebook nous empêche de la connaître, ce qui est absolument fascinant, et de voir que la vérité, qui était jusqu'à maintenant quasi fasciste, il suffisait de dire que c'est la vérité pour qu'on nous accuse bien sûr de vouloir imposer une opinion. Maintenant donc Benoît Hamon et d'autres comme Christiane Taubira, autrement dit les vraies lumières de notre temps, sont en train de nous expliquer au contraire donc que la vérité existe mais qu'on en est coupé par les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une actualité de Philippe Cadic dans sa façon de voir le monde comme une espèce de permanente indécision? Ah, et complètement. En fait, il faut rappeler que Philippe Cadic lui-même, qui était un lecteur passionné et un érudit, qui est vraiment allé chercher sa culture dans à peu près toutes les directions de la pensée humaine. Philippe Cadic lui-même actualise un fond immémoriel, traditionnel, extrêmement vaste, extrêmement lourd, d'influence essentiellement chrétienne. Il se tourne vers le gnosticisme, et c'est ce qui fonde en fait ses narrations. Et voilà un homme qui utilise la littérature, on va dire de genre, la littérature de science-fiction, d'anticipation, etc., pour essayer de faire passer ce qu'il semble être des vérités. Ce qui surtout est plus intéressant qu'une vérité, c'est une quête. C'est la recherche toujours de ce qu'il peut y avoir derrière les choses, derrière les discours, derrière les images, ce dès les années 50. Ce qui est drôlement intéressant, c'est que dans son aspect prophétique est passé par la forme romanesque plutôt que par le prêche dans un lieu de culte ou l'apostrophe des passants dans une rue. Lui, il s'est servi des romans pour faire ça. Et pour répondre à votre question, je ne sais pas en fait, et c'est ça qui est passionnant. Tout nous porte à croire que Philippe Cadic écrivait vraiment en prophète, en annonciateur de ces choses-là. En fait, c'est comme une sorte de programme qui semble se réaliser. Et on en revient un peu à ce qu'on disait au tout début de la conversation. Vous voyez? Oui. Non, votre voix avait monté, j'attendais la conclusion. Et moi aussi. Elle n'est pas venue en fait. Est-ce que la façon dont les écrivains d'anticipation fonctionnent, est-ce qu'il s'agit véritablement de prophétie, même si on sent bien que votre amour pour Philippe Cadic vous pousse à le créditer d'une puissance visionnaire, comme les amoureux de Jules Verne se plaisent à dire que Jules Verne n'était pas juste un écrivain intelligent, et il avait carrément effectivement une façon de se projeter dans le futur qui était troublante de vérité et de réalisme. Est-ce que pour autant la science-fiction, vous le rappelez vous-même, ne parlant jamais que du présent, en regardant le présent il y a 10, 20, 30, 50 ans, il était d'une certaine manière facile d'imaginer le règne des médias, le totalitarisme mou, la façon dont une partie de la population refuse obstinément de comprendre l'autre partie, en fait la démocratie c'est quand même le règne de la division, le règne des partis, donc le règne des partisans, donc le règne de l'opposition. C'est aussi le règne de l'idéologie, le fait de considérer que le réel n'existe pas et que seul le rêve existe, et qu'il faut à tout prix faire advenir une société nouvelle et un homme nouveau. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que peut-être que c'était facile en effet pour un esprit avisé, celui de quelqu'un qui lit, qui réfléchit, qui s'intéresse au monde. Vous êtes en train de dresser mon portrait, c'est trop aimable. Et qui est ouvert et poreux à tout ce qui peut se passer autour de lui et qui le met en branle dans son esprit. Mais ce qui est absolument fabuleux, c'est de se dire que mis à l'intérieur de ces romans à dessous, entre guillemets, puisqu'ils étaient vraiment considérés comme tels, ils le sont encore très souvent aujourd'hui, même si on compte beaucoup de lecteurs de science-fiction en France, ces ouvrages-là n'étaient pas considérés comme sérieux. Ils étaient de la littérature de genre par opposition à la littérature blanche, la littérature dite générale, et
on voyait toujours ça comme étant de la paranoïa ou simplement un récit destiné à divertir des esprits qui n'allaient pas par ailleurs s'intéresser à des auteurs tels que, je ne sais pas moi, Honoré de Balzac si vous voulez, alors que finalement on est dans la préparation du futur dans ces livres-là. Et aujourd'hui tout le monde constate ces choses qui étaient déjà très clairement en exergue dans des récits tels que Simulacre de Philippe Cadic ou les femmes de Stepford dans une certaine mesure de Ira Levin ou encore Jack Baron et l'éternité de Norman Spinrad. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire que ce qui est à la marge, ce qui ne compte pas, ce qui est la littérature facile, littérature d'adolescents boutonneux est en fait le réceptacle de vérité qui approche. Et ça, je trouve que c'est une magnifique leçon d'humilité à la fois pour les auteurs, comme pour les lecteurs, et surtout pour les commentateurs qui sont les plus nombreux. Eh bien, merci beaucoup Aurélien Léman. Et je vous en prie. Voilà, je me permets de rappeler vos 2 livres, Trôme aux éditions Le Feu Sacré et surtout Messe Rouge, le dernier paru. J'aimerais faire une petite lecture d'un extrait de Messe Rouge. Gerson Bassède. Oui. Alors, donc c'est un chapitre qui s'intitule « Un qui se fout de tout, mais un qui se fout pas de nous, tué dans la science de la fiction ». Maurice Dantec, si tu sais trop pourquoi tu écris Villa Vortex, au point qu'ici ou là des commentateurs m'aient lancé que tu t'écoutes écrire, c'est peut-être parce que tu ne savais pas où tu allais, ni même comment, au moment où cependant tu t'y rendais. Entendre ta voix poindre comme un fantôme qui te guide à quelques centimètres de ta propre bouche, dans la confusion des ténèbres les plus accidentées, te créer des amis imaginaires, projeter leurs conversations rassurantes au-dedans du microcosme que tu instigues, avoir quelqu'un à qui parler et qui te réponde en te forçant à écrire. C'est la seule façon que tu avais trouvé de voir apparaître, malgré ta cécité de romancier, celle qui aura finalement eu raison de ton œil gauche, vieux pirate, un chétif ruban de lumière, et de te dire que c'était là une bonne route à emprunter puisque c'était la seule. Tu t'es donc mis à t'écouter écrire, non pas comme on se branle, mais comme on tient une torche, à bout de bras, pour ne pas te perdre. Tu t'es donc mis à marcher à voix haute sur le trajet, dans les pentes, les sentes, les fentes et les degrés, les escalators en panne, les galeries condamnées, les dérelicts de locomotives en transit sur les voies déferrées, les vestiges d'usines, les catacombes et les puits d'accès, les tronçons d'autoroutes déclassés, les barres d'immeubles en ruine, les carcasses de bagnoles calcinées, les cités dortoirs crépusculaires, les avenues désertiques et les périphériques en circuit fermé, les souterrains dérobés, les chantiers délabrés, les monuments aux morts en forme de gratte-ciel ou de blocos et les édifices aux gueules de nécropole, les escarpements, les bermes et les congères, à la recherche de ta bibliothèque cachée, ton 5e monde, comme ça sans savoir, ta voix tendue comme un briquet au-devant de toi, avec toi-même pour seul Eurydice, à te retourner sans cesse pour vérifier que tu étais bien derrière toi, à suivre ta propre silhouette, et à ne rien voir ni personne, à part l'aile de ténèbres. À chaque coup d'œil subreptice braqué par-dessus ton épaule, tu ne te dis pas qu'elle a disparu, l'Eurydice, rappelée, attrapée, avalée par les enfers à cause de toi, puisque tu te souviens subitement que le livre est toi, le chemin est toi, c'est tout un. Et sans plus attendre, tu poursuis ta route, dans le noir, emboîtant le pas à tes fantômes. Écrire, c'est ça. Merci beaucoup Gerson, merci beaucoup Aurélien. Merci à vous deux. Voilà, Aurélien Lemans, Messe Rouge aux éditions Le Feu Sacré, un essai consacré à Maurice Dantec. Juste avant que Gersande, je ne vous interroge sur une série de science-fiction, The Expanse, qui elle aussi nous projette dans un futur éminemment probable, je me permets, fidèle à mon vœu lors du déjeuner de Radio Courtoisie, de vous livrer le mot anastylose, que vous connaissez sûrement, mais que je me permets malgré tout de vous réexpliquer, donc, et qui est un terme archéologique qui désigne la technique de reconstruction d'un monument en ruine grâce à l'étude méthodique de l'ajustement des différents éléments qui composent son architecture. J'ai trouvé ce mot dans le Figaro à propos de la reconstruction d'une chapelle qui avait été enfouie par des décombres, par les ronces, par d'autres constructions, et qui a été dégagé récemment par la famille Chambard de l'Auve et qui a consacré quasiment 20 ans de sa vie à faire ressurgir une chapelle romane absolument magnifique, donc en procédant à l'anastylose, c'est-à-dire en examinant la façon dont les pierres dépareillées ont des traces et une façon d'être sculptées qui permet de reconstituer l'appareil. Anastylose est vraiment un mot